Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence qu'on vous propose aujourd'hui en mode virtuel avec l'Agile Tour de Québec, l'Agile Tour Québec 2020. C'est sûr qu'on aurait préféré, Gabriel et moi, vous rencontrer en direct, comme on dit aujourd'hui, en présentiel, mais finalement, il a fallu s'adapter à une situation qu'on a tous vécue, à partir au moins, en tout cas pour le Canada, de mars, et que d'ailleurs tous les Agile Tours, on va dire, de la planète se sont adaptés en faisant ce mode virtuel. En passant, j'en profite pour remercier justement les équipes d'Agile Tour Québec par rapport à toute cette organisation, où ils ont dû aussi finalement s'adapter à cette situation. Et puis, finalement, ça tombe bien parce que c'est un peu ou même complètement le sujet de notre heure qu'on va passer ensemble, dans l'idée que par rapport à cette situation, par rapport à des situations, il a fallu qu'on soit tous agiles pour pouvoir s'adapter, agiles au niveau de l'individu. Nous, ce qu'on verra plus, c'est l'agilité au niveau à l'échelle, donc à l'échelle d'un organisme. Et puis quand on parle, vous allez voir tout au long de la présentation, quand on parle d'organisme, on est sur n'importe quel type d'organisme, hein, que ce soit public ou privé, à but lucratif ou non, que ce soit des jeunes pousses, des startups ou des multinationales. Ce qu'on va dire aujourd'hui correspond à toute situation. Donc l'agilité à l'échelle dans les transformations agiles, comment s'en servir pour ne pas s'y perdre. Et en fait, dans l'idée derrière, c'est, en tout cas on l'espère, vous aider à réussir votre transformation en agilité, si elle est déjà commencée ou si elle n'est pas encore commencée. Tu me dis, est-ce que ça fonctionne bien toujours, Gabriel? Oui, ouais, très bien. Okay, super. Super. Donc, comme je vous disais, on a le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager notre expérience sur ce sujet. Gabriel et moi, on travaille ensemble depuis un certain temps, finalement, sur un certain nombre de sujets en agilité, aussi bien des formations qu'on peut donner auprès de nos clients que des interventions qu'on a d'accompagnement en agilité, ou aussi même directement en livraison dans des modes toujours agiles. On travaille chez Levio, qui est un groupe qui est d'ailleurs commencé son histoire à Québec fortement, et puis qui s'étend un peu partout et qui continue à s'étendre finalement malgré la Covid. Je ne sais pas si tu veux présenter, Gabriel, dire en quelques mots pour te présenter par rapport à l'auditoire. Oui, avec plaisir. En fait, Franck, tu l'as dit, je suis ta collègue chez Levio présentement. On est en mandat chez Hydro-Québec. Donc, mon rôle actuellement, c'est d'être chargée de projet en agilité. Puis, en fait, présentement, j'ai un mandat qui permet d'accompagner vraiment toute une diététique dans leur transformation numérique. Et ayant eu la chance de pouvoir travailler avec toi justement chez Hydro, puis en donnant des formations justement sur l'agilité à l'échelle, je pense que ça allait de soi qu'aujourd'hui, on soit ensemble durant cette belle conférence-là, traitant sur ce sujet de transformation à l'échelle, donc au niveau terrain. Surtout, n'hésitez pas d'ailleurs, Gabriel va m'aider à gérer les questions. J'espère qu'il y en aura au fil de la présentation. Évidemment, il y aura un filtrage, on a un timing par rapport à cette heure-là, mais Gabriel sera là pour pouvoir filtrer les questions et puis pouvoir apporter pour créer, j'espère, un dynamisme, parce qu'on le sait, on commence à être habitué maintenant à travailler en virtualité, mais c'est beaucoup plus difficile de créer cette relation entre vous et nous. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Et puis, peut-être indiquer dans ces cas-là au moins vos noms et puis l'entreprise ou vos fonctions sur lesquelles vous intervenez. Alors, l'histoire qu'on souhaite vous raconter aujourd'hui, c'est le fruit d'une mixture mixture composée d'un certain nombre de sujets, d'un zeste de réflexion, d'un iota de lecture, d'une pincée de bon sens, d'un brin d'intuition, et puis d'une once de plaisir, mais surtout d'une grosse dose de pratique de terrain, autour d'un panel assez diversifié de modèles d'affaires qui va de l'énergie aux jeux vidéo, en passant par des pharmaceutiques, des ministères, de la télécommunication, des constructeurs automobiles,
du transport, du tourisme, du sport, des médias. Bref, un certain nombre d'activités et d'enjeux complètement différents. Ce qui nous amène à vous présenter aujourd'hui, justement, c'est ces rencontres qu'on a pu faire à travers ces diverses complexités d'affaires, nous a permis d'expérimenter un certain nombre de choses sur le terrain. C'est pour ça que pour nous, le terrain est quelque chose d'important et qui nous permettent aujourd'hui de vous proposer cette conférence, cette discussion qu'on souhaite avoir avec vous. Et en voici le sommaire. Dans un premier temps, on va quand même se rappeler pourquoi on doit être agile, parce qu'encore aujourd'hui, j'entends ce type de questionnement, même si on est en 2020 beaucoup plus en maturité de comprendre pourquoi on doit aller vers ce type d'organisation. Pourquoi c'est difficile finalement? Parce qu'on est toujours en 2020, mais finalement, on a encore beaucoup de difficultés à mettre en place l'agilité à l'échelle. Et puis, on va proposer justement un cheminement pour pouvoir y arriver par la suite. Et on finira par une conclusion tous ensemble pour rappeler un peu ce qu'on a vu ensemble. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez quoi que ce soit en tête. Alors, pourquoi être agile? En fait, j'entends encore aujourd'hui certaines, même chez la plupart de nos clients, un certain nombre de personnes qui peuvent imaginer qu'encore que l'agilité, c'est un mot à la mode qui va disparaître comme il est apparu. Or, on n'est vraiment pas dans ce contexte aujourd'hui. Je pense qu'il n'a échappé à personne aujourd'hui que le monde se transforme, que l'on vit une véritable révolution. Et encore, je ne parle pas de la pandémie aujourd'hui. Hein. C'est pas particulièrement notre sujet actuel. La transformation, la révolution existait déjà bien avant cette pandémie. Si on prend les propos de l'économiste américain Jeremy Rifkin, il explique qu'une transformation à l'échelle internationale et globale se fait par la superposition de trois sujets, de trois concepts: la communication, l'énergie, les transports. Quand on regarde la révolution industrielle du début des années 1900, qui est partie d'Angleterre, on s'aperçoit qu'on a eu le télégraphe électrique, on a eu avec la superposition de l'énergie fossile, le charbon qui a pu faire justement permettre de faire fonctionner des machines à vapeur et aussi dans le transport des trains à vapeur. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est une révolution technologique et on a une diversité beaucoup dans ces trois domaines, notamment la diversité de communication et surtout à travers le mobile et puis l'Internet, une diversité dans nos énergies dans lequel on retrouve beaucoup plus de types d'énergie différentes, notamment on cherche, et en tout cas je l'espère, à aller vers de l'énergie renouvelable et l'énergie verte. On sait qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on est capable en plus de pouvoir produire notre propre énergie et même de la commercer. Donc, ça change vraiment complètement la donne. Et puis, une diversité dans les moyens de transport, des plus modernes, plus performants, avec l'arrivée prochaine dans nos ménages de l'auto autonome. Donc, on est vraiment sur ce type de révolution. La seule différence, on va dire, enfin, ce qui est particulier aujourd'hui dans ce qu'on vit, c'est que cette révolution technologique comporte un lot important, une quantité importante d'inventions et d'innovations qui ne cessent de s'accélérer et qui fait qu'on atteint aujourd'hui le niveau même de ce qu'on avait pu imaginer dans les films de science-fiction. Donc, je ne sais pas si tu sais, par exemple, Gabriel, que nos smartphones, nos téléphones intelligents sont bien plus puissants que les ordinateurs qui ont envoyé des hommes sur la Lune en 69. Ce qui reste impressionnant. Déjà, comment on a pu envoyer des hommes avec cela, mais on a aussi la réalité, c'est par exemple que l'ordinateur est était élu personnage de l'année en 82 par le magazine Times, ou avec son concept de bits 0 ou 1. Aujourd'hui, on réfléchit, enfin, on est en train de conceptualiser des ordinateurs dits quantiques avec des qubits, l'intrication de la superposition. Donc, on est vraiment sur cette forme d'accélération. Puis ce graphique-là montre vraiment
la concentration de nouveautés dans ce domaine et qui ne cesse finalement qui ne cesse de continuer et qui ne donne pas l'impression qu'on aura un jour un signe de vouloir s'arrêter. Si on prend un autre économiste du Venezuela qui s'appelle Carlota Lopez, elle indique qu'une transformation se situe en 3 phases. Une phase d'abord d'installation où on voit l'arrivée des premiers acteurs, hein, des Uber, Airbnb, Apple, donc tous les GAFAM par exemple, et puis ou les Batix en version chinoise, qui arrivent et qui sont disruptifs par rapport au mode de fonctionnement du monde actuel. La phase pivot, c'est la phase de transition entre justement la disparition progressive du monde actuel vers le monde futur, le monde tel qu'il est, il prend forme. Et le déploiement, c'est la disparition complète du monde actuel pour ce monde futur. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est quelque part dans la phase pivot. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que pourrait se terminer cette phase pivot. Donc, on est vraiment dans une situation assez particulière et vraiment différente. Donc, il fait donc plus débat aujourd'hui pour les organismes, les entreprises de devenir agiles, pour être capables de s'adapter face à ce monde qui bouge perpétuellement et surtout exister et continuer à exister. Et je l'espère en passant à être aussi un acteur de cette transformation qui s'opère autour d'elle. Alors, on sait aujourd'hui qu'on a la chance, on est en 2020, hein, c'est ce que je disais, on a beaucoup plus de maturité dans les approches, dans les aides qu'on peut avoir. Donc, on a une multitude aujourd'hui de ce type de cadre qui existe sur le marché pour nous aider dans cette aventure de transformation agile. Si je google, par exemple, agilité à l'échelle, Gabriel, on obtiendrait à peu près ceci. Donc, pour ceux qui connaissent, du Discipline Agile Delivery, du Spotify, du SAFe, du Lean Startup, du DevOps, du DevSecOps, du Nexus, du Kanban, du Scrum, du LESS. Enfin, au vu de ce que je peux voir sur le marché, je me sens rassuré et je me dis qu'on devrait pouvoir réussir notre transformation en agilité dans une entreprise. Or, finalement, bon nombre d'organismes ne réussissent pas à obtenir des résultats escomptés et on est encore sur un long cheminement de transformation agile. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Dicton, ça va. Bon, après, c'est pas une... Merci pour vos réponses. Effectivement, aujourd'hui, on sait qu'on doit se transformer. On va pas revenir en arrière par rapport à ça. Alors, pourquoi c'est difficile? Pourquoi en 2020, avec tout cela, on a ces difficultés? Alors d'abord, on vient d'expliquer que le monde est complexe. Hein. C'est sûr que la relation entre les causes et effets sont compliquées. Les causes peuvent être multifactorielles. Et en fait, on parle de monde VICA. En fait, c'est pas simplement complexe. Ce serait trop simple si on était juste complexe. Le monde VICA, c'est un terme qui a été emprunté par le milieu des affaires auprès des académies militaires américaines qui cherchaient justement à étudier le terrain d'intervention, à essayer de voir comment était le terrain de leur intervention, donc sur des aspects militaires. On l'a pris dans le monde professionnel pour pouvoir un peu expliquer justement le monde dans lequel on est, donc qui n'est pas simplement complexe, il est aussi volatile. C'est-à-dire qu'on a une instabilité, on a une instabilité de notre environnement qui change finalement souvent, une incertitude, on n'est pas sûr d'obtenir les résultats qu'on devrait avoir, et puis une ambiguïté, on a des difficultés à expliquer le chemin qu'on devrait suivre. Alors VUCA, effectivement, c'est ça, VUCA, c'est la francisation de VUCA. Par chance, la plupart des mots, c'est plutôt américain, donc anglais. La plupart des mots ont quasiment la même première lettre, donc ça ressemble assez.
Alors, ça, c'est le premier défi qu'on a, c'est que ce monde est un monde VUCA. Le deuxième défi, ou VUCA, le deuxième défi qu'on obtient, c'est qu'on on définit ensuite, on imagine les organismes à transformer sous la forme d'une matrice simple qui se résume par un modèle d'affaires, une organisation, une culture, une technologique. En fait, sur lequel il faudrait répartir notre transformation agile de manière équitable à travers ces quatre périmètres-là. Mais dans la réalité, on est bien sur d'autres dimensions. On a des matrices beaucoup plus complexes que cela et à plusieurs dimensions, et que même une carte heuristique ne pourrait suffire à délimiter ces contours. Donc là, je ne vais pas vous expliquer, c'était une intervention qu'on avait pu avoir chez un de nos clients en expliquant effectivement les paramètres qu'il pourrait y avoir, mais ça peut être encore bien plus compliqué. Pour ajouter de la complexité, on a en plus pour des grandes entreprises des découpages qui sont complexes à faire quand on est sur une vue internationale, en essayant d'avoir des représentativités via des organigrammes bien complexes. Donc ça rajoute encore plus de complexité par rapport à l'organisation qu'on doit transformer. Donc, on a ces deux défis, un monde VUCA et des organisations, finalement, une organisation, c'est complexe. Par rapport à cela, l'une des premières causes d'échec, alors voilà pourquoi, c'est on a une volonté d'imposer un mode d'emploi compliqué, appliqué mécaniquement, qui serait finalement qui serait en contradiction avec l'intention première de l'agilité, qui est justement de se passer de la bonne vieille recette qui marche. Alors là, cette vue que je donne, c'est une vue de carte de métro de l'ensemble de plusieurs approches qu'il peut y avoir, qui avait été faite par Deloitte, je pense, à travers Christopher Webb, qui indique que finalement, ça peut être bien complexe, bien compliqué, pardon, tout ça. Le deuxième, une autre cause d'échec importante, c'est la culture des entreprises qui peut être un obstacle à l'agilité. Si une organisation, par exemple, empêche l'autonomie, la responsabilisation, le droit à l'erreur, la transparence, mais elle va avoir tendance à étouffer les personnes, à prendre des initiatives, à être inventive, à passer en mode action, et puis même à tendre une organisation vers de l'auto-organisation, on appelle de l'auto-organisation. Et si on avait ce cas-là, si on était dans cette situation-là, la mise en place de tout ce qu'on fait en agilité reviendrait à un ensemble d'activités vidées de leur intention. Donc, si je résume aujourd'hui tout ça, c'est que par rapport à des situations complexes, on apporte des réponses compliquées. Et donc, ça ne peut fonctionner, en fait. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous avez le même constat d'ailleurs par rapport à vos situations personnelles, professionnelles? Des réponses sont positives, Franck. Ouais, je vais voir. Donc là, on arrive sur le vif du sujet, en fait. C'est par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc dans un premier temps, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, il est important de prendre du recul et réfléchir de manière holistique et de comprendre pour trouver des angles d'attaque différents. Alors, je vois une question, quand même, vu que nous sommes une entreprise à l'échelle mondiale, c'est pas simple de briser le courant normal de ce qui est établi. Effectivement, hein, tout ce qu'on dit, toutes les méthodes qu'on voit, quand on travaille dans un groupe comme L'Oréal, par exemple, avec une multitude de produits, parfois même bien différents, avec une décomposition à travers le monde, c'est beaucoup plus compliqué finalement de mettre de l'agilité à l'échelle. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais ça reste de toute façon quelque chose qui va rester compliqué. Mais vous allez voir, on va amener un certain nombre de sujets qui vont dans l'idée de pouvoir le faire aussi dans un groupe comme de type L'Oréal.
dans cet arrêt un peu sur image, c'est de se dire, par rapport à ce qu'on vient de vivre, pour mieux comprendre, on se sert beaucoup du modèle de Canvin, donc du gallois Dave Snowden, qui nous explique que pour prendre, qu'il y a plusieurs finalement il y a plusieurs situations, et face à ces plusieurs situations, il y a plusieurs types de réponses. Une situation simple, on a les causes et effets qui sont relativement clairs. On a peut-être même un mode d'emploi qui existe, et puis on est capable de le suivre à la lettre, et puis d'atteindre les objectifs escomptés. Par exemple, faire une omelette, c'est quelque chose de relativement simple. Enfin, si ma famille m'entendait, elle me dirait papa, même une omelette, tu es capable de la rater avec une recette, mais sinon c'est simple. Voilà, vous avez certainement des exemples chez vous qui seraient applicables sur ce genre de choses. Quand on est dans une situation compliquée, la clarté entre les effets et les causes et les effets, c'est plus compliqué à trouver. Cependant, si on se pose, on se réunit avec de l'expertise qui correspond à notre problématique de gens dans la salle, et qu'on passe du temps, on va réussir à la fin à trouver un mode d'emploi ou plusieurs modes d'emploi qu'on va pouvoir ensuite appliquer, et puis encore une fois obtenir les résultats escomptés. Donc le pont Champlain qui était terminé récemment, c'est un bel exemple. C'est pas quelque chose de complexe, c'est quelque chose de compliqué. Quand on arrive dans une situation complexe, là on est sur autre chose, sur un autre paradigme. On peut plus prévoir vraiment ce qui va se passer avec les recettes précédentes. Donc on doit trouver des angles d'approche différentes, et on doit entrer vraiment de l'expérimentation. Être parent, par exemple, c'est un bon exemple de complexité. Bon nombre d'amis qui étaient parents avant que je le sois m'ont expliqué qu'ils avaient fait ci et ça pour leurs enfants, et que ça devrait marcher pour moi, et ça n'a jamais marché pour moi. Donc j'ai dû trouver finalement mon propre cheminement. Et être parent, je pense, pour ceux qui connaissent, dans la salle, je suis sûr qu'il y en a, savent que c'est pas quelque chose c'est quelque chose de complexe. On va le faire comme ça. Le chaotique, il faut prendre une décision rapidement. Il faut stabiliser la situation, et puis après se retrouver dans de l'expérimentation. Là, on a un très très bel exemple, l'arrivée de la Covid. C'est typiquement quand la Covid est arrivée, les différents gouvernements à travers la planète ont dû prendre des actions. Alors parfois en attendant, en ayant peur d'eux, ou à juste titre ou pas, je ne sais pas, c'est pas là le débat, mais à un moment donné, ils ont pris des décisions qui étaient difficiles. Et là, en ce moment, on est dans une phase, je l'espère, qu'on ne va pas revenir dans une phase chaotique. On entend là, et c'est sûr qu'on est dans une espèce de deuxième vague, mais qu'on est dans une situation aujourd'hui complexe. C'est-à-dire qu'on expérimente. Ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On continue. Est-ce que ça ne marche pas? Donc on s'arrange, on fait autrement. Mais on a passé un peu le stade de chaotique, en tout cas, je l'espère. Donc voilà. Donc, compte tenu de cette situation, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que dans un environnement complexe, et c'est notre réalité très fortement aujourd'hui, il est facile de perdre ses repères, et puis même de développer une incapacité de passer à l'action. Et donc, il est nécessaire, peut-être pas suffisant, mais il est nécessaire d'adopter un état d'esprit agile, et ce que j'appelle un peu comme du lean startup, d'expérimenter, observer, apprendre, et donc de répéter cette situation-là à chaque fois, pour n'importe quelle activité qu'on est en train de faire. Dans expérimenter, c'est le passage à l'action. C'est agiter, pivoter, continuer, améliorer, arrêter, c'est plusieurs choses. J'ai une question là, Gabriel. Dans une situation complexe, dans la diapo précédente, il y a une absence de l'action agir. Oui, alors, sachez que je me suis permis de reprendre le modèle de Calvin. Il y a vraiment l'action, mais effectivement. Donc, j'ai essayé de simplifier aujourd'hui par rapport à cette présentation, mais c'est c'est ce qu'on disait justement sur, si je reviens sur la diapo avant, agir, il est là.
J'espère que je réponds à la question, mais c'est vraiment de passer à l'action tout de suite pour stabiliser la situation. Et après, on se met en mode d'expérimentation. Oui, je pense qu'elles seront disponibles. Je crois qu'Agile Tour le mettra à disposition, ouais, c'est ça. Et puis, alors par contre, il faudra que je trouve un moyen, parce que j'ai utilisé des outils qui permettent de rendre de l'animation, je trouve, un peu plus sympathique. Par contre, c'est très volumineux. On verra comment on mettra à disposition. Je pense qu'il faudra partager sur le cloud quelque chose. Donc, je reviens sur cet état d'esprit-là, parce que, en fait, moi, l'origine du souhait de partager avec vous cette conférence, c'est que je suis parti sur un constat quand j'ai commencé à travailler dans le début, dans le milieu des années 90 pour un groupe du retail du sport qui, à mon sens, par rapport à tous les types d'entreprises que j'ai pu rencontrer par la suite, ce qui peut être des Expedia, des McKesson, des Yalta, des Métro Richelieu, enfin un paquet d'entreprises complètement différentes dans le jeu vidéo, Lune Rouge. Ce groupe-là, encore une fois, avant les années 2000, était l'entreprise la plus en avant, je trouvais, sur l'agilité à l'échelle. Tout n'était pas parfait, hein, mais ils avaient été capables de faire de la responsabilisation forte. Il y avait des petits groupes de moins de 10 personnes qui étaient auto-organisés. Il y avait une orientation cliente qui était très forte. On avait vraiment de la personnalisation autour du client. On faisait d'ailleurs des stages aussi directement dans les magasins, alors à l'époque un peu plus physique que virtuel aujourd'hui. Et puis une vision globale. On participait même à la vision globale de l'entreprise où il y avait toute une série. Alors je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe plus dans l'entreprise, ils le font différemment, mais on avait toute cette situation-là. Voilà. Et pour autant, on n'avait pas toutes ces connaissances comme on a en 2020, beaucoup plus approfondies, beaucoup plus performantes. On ne parlait pas d'ailleurs d'agilité à l'échelle. Alors pourquoi? Je suis vraiment parti de ce principe-là. Par contre, c'était des gens en passage à l'action. C'était une culture d'entreprise d'expérimenter, d'observer, d'apprendre. Hein. C'était le milieu du sport. Et puis, pour ceux qui font du sport ou de la musique ou du dessin, vous savez qu'on fonctionne comme ça. Hein. Je peux étudier pendant des journées entières comment faire un revers en tennis. Il faut le faire quand même. Il faut savoir comment ça fonctionne, réfléchir un peu, même beaucoup, mais il faut pratiquer. Et c'est par la pratique que cette entreprise-là a réussi à avancer. Donc, rien qu'en ayant cet état d'esprit-là, ils avaient réussi à développer une agilité assez forte. Et aujourd'hui, ils sont d'ailleurs installés au Canada depuis 4 ans. Alors, je ne fais pas la promotion de cette entreprise, hein, mais que j'aime bien. J'ai encore des contacts, mais j'aime bien tous les clients par qui je suis passé. Mais ils ont développé au Canada, par exemple, une vraie auto-organisation. C'est les seuls pour l'instant, que j'ai rencontrés à pouvoir faire ça. Simplement par cet état d'esprit. Donc, si on revient enfin au cheminement, vous allez me dire, voici le cheminement qu'on propose sur la transformation en agilité. Partant de ce constat-là, dans nos interventions, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment aujourd'hui développer fortement l'état d'esprit agile et de mettre donc un environnement de confiance. Et ça, c'est de manière répétée constamment. Parfois, on a plus ou moins la main dessus, on est plus ou moins impacté, mais on va vraiment mettre de l'emphase sur cet environnement de confiance pour justement permettre aux gens de s'exprimer, de libérer les personnes dans leurs activités, de les faciliter, de faciliter le passage à l'action. Alors, le leadership, par exemple, nous aide beaucoup. Ce qu'on appelle aujourd'hui le servant leadership, qui est une conception de leader dont la finalité est de permettre à un groupe d'atteindre ses objectifs, un objectif commun, et notamment en utilisant l'intelligence collective qui permet d'éviter d'écrire tout ce qu'il y a à faire et plutôt de profiter de cette relation d'équipe pour avancer. Et puis, on croit vraiment aussi en plus à cette intelligence collective. Souvent dans nos interventions, ce qu'on essaye de faire, parfois on a en tête une certaine démarche, mais on va laisser faire l'équipe parce qu'on va s'apercevoir qu'ils vont revenir avec des choses qu'on n'avait même pas pensé. Donc le côté comment dire, intelligence collective, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant. Alors c'est un bon point.
comment, oui, pardon, je lis en même temps, il y a une question pratico-pratique. Comment aidez-vous à la construction d'un environnement de confiance? Alors, je voulais vous dire quelque chose qu'on a l'habitude de dire, ça dépend. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de la position dans laquelle on est, ça dépend à quel niveau on va intervenir, etc. Ce qui est sûr, c'est que on explique comme par exemple, je viens de le faire, et puis on met en avant une certaine façon de fonctionner. Par exemple, mettre en avant les gens. Si dans un groupe, on intervient et puis qu'il y a une personne qui est le spécialiste de tel domaine, et qu'après il faut faire une présentation auprès d'une hiérarchie supérieure, enfin dans la hiérarchie, face aux dirigeants plutôt, eh ben, on va prendre cette personne-là, on va l'accompagner, on va l'aider, mais elle va elle-même présenter ces sujets-là. C'est donc nous pousser vers la responsabilisation. C'est de le faire déjà par la pratique nous-mêmes, c'est-à-dire de montrer ce type de management dans notre manière de fonctionner. Faire confiance, accepter de faire confiance que un groupe va fonctionner différemment, quand bien même on aurait, je dis ça souvent, l'intelligence complète de pouvoir être capable de le faire, ce qui n'est pas vrai, hein. J'ai eu beaucoup de limitations, mais quand bien même on serait capable de le faire, ça n'aurait aucun intérêt de le faire à la place d'autres. Donc il faut accepter que d'autres personnes vont le faire différemment, et ça, c'est tout un et donc on le montre par la pratique par rapport à nos interventions. Et ce type d'influx, comment dire, de fluide qu'on injecte dans nos interventions, ça fonctionne en fait. Et donc, comme on va chercher des quick wins rapidement, et comme ça fonctionne, ça crée une adhérence par rapport à l'organisation. Là, on intervient en ce moment chez Hydro-Québec, c'est sur un groupe où on fait une transformation agile pour un groupe. C'est le premier sujet que tout le monde a embarqué. Ils ont tous compris ça par rapport à des actions et puis une façon d'être et une façon de faire par rapport à ça. Et quand je dis ça dépend, c'est que j'ai pas de mode d'emploi, quoi. Oui, vas-y, excuse-moi. Puis Franck, en fait, si je peux ajouter à cet élément-là, pour qu'on puisse avoir un environnement de confiance, je pense qu'il faut qu'on puisse aussi favoriser l'autonomie de chacun des membres. Et il faut qu'on puisse donner le droit à l'erreur. Parce que c'est en donnant le droit à l'erreur que finalement on va pouvoir gagner en confiance, puis favoriser vraiment l'autonomie de l'ensemble des membres dans une équipe. Oui, il faut laisser place à la vulnérabilité. Ce qu'on dit aussi souvent, ce qu'on rappelle, c'est le travail ensemble, hein. Personnellement, on croit vraiment à ça. On est tous différents, c'est clair. On a tous un mode de fonctionnement, on a tous une capacité d'être plus ou moins créatifs, plus ou moins autonomes, etc., etc. Et il faut savoir composer à travailler ensemble. Ce qu'on dit souvent de manière pratico-pratique, par exemple, sur cet esprit d'état d'esprit agile, c'est on n'est plus dans un mode de fonctionnement client-fournisseur. Si on continue à faire ça, si c'est une culture d'entreprise de pointer du doigt, par exemple, etc., c'est un état de fait, mais on n'est pas dans l'agilité. Voilà, on n'est pas dans cette agilité de travail collectif, de travail ensemble dans une situation. Donc c'est sûr, par rapport à nos interventions, quand on a l'accès aussi, parce qu'on travaille de terrain, on est sur le terrain, mais quand on a aussi accès à la classe dirigeante, on peut permettre de développer beaucoup plus facilement cela. Alors, selon vos expériences, je dis en même temps, hein, cet état d'esprit est plus favorable dans les organisations gouvernementales ou les entreprises privées. On parle de confiance, mais on parle aussi de volonté, de tendance, genre agilité, c'est à la mode, on le fait. C'est ce que je redisais tout à l'heure. L'agilité, c'est pas un mot à la mode qui va disparaître, hein. On est vraiment dans cette chose-là. Je prends l'exemple de sport et je vais revenir sur public et privé. Je prends l'exemple de sport. Une équipe de hockey aujourd'hui, si vous avez une équipe de hockey sur lequel le coach est au niveau du terrain, proche des joueurs, et qui va indiquer aux joueurs, toi tu bouges pas, tu restes en défense, soit tu reçois la POC, toi tu vas pouvoir tirer, toi tu fais, ça fonctionne pas. Si on crée, il faut créer un environnement favorable qui permette aux équipes de sport à pouvoir être indépendantes une fois qu'elles sont sur le terrain et savoir prendre les actions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir ensemble sur les tactiques, sur comment composer les équipes, etc. etc. Mais c'est vraiment, après, il faut mettre les conditions. Et donc, dans le sport, on le fait largement. D'ailleurs, les équipes qui réussissent le mieux, ce n'est pas simplement parce qu'elles ont les plus grandes vedettes aussi, hein. C'est aussi, j'ai déjà vu dans le passé dans différents sports où on avait été chercher les meilleurs joueurs de la planète et par avoir réussi à créer cette osmose d'équipe,
cette intelligence collective. Et c'est en créant cet environnement-là, et dans le SPA, on le fait, c'est là qu'on crée les meilleures équipes, en fait. Et donc, dans le milieu industriel, on essaie de dispatcher ce savoir-faire qu'on trouve, et cet état d'esprit qu'on trouve dans le milieu du sport. Et effectivement, culturellement, entre le public et le privé, il y a des différences. Il y a notamment parce que dans le public, on a aussi, je pense, un certain nombre une chaîne de validation qui est un peu plus compliquée, il faut rendre des comptes peut-être un peu plus différemment. Mais j'ai déjà vu dans le privé aussi des cultures de ce type d'état d'esprit du même niveau que le public. Donc, ça va dépendre quel type de public, quel type de service public pour qui on travaille, etc. Récemment, on a travaillé pour le ministère de la Famille, sur lequel on a proposé une transformation complète de leur organisation, et donc pour le système informatique, et puis avec une partie business. Et donc c'est en marche, quoi. Ce qui est nouveau, ça a bousculé. On était sur le mode silo, à passage de documents à quelqu'un d'autre, à passer à un travail d'équipe. Donc ça c'est plus long. Voilà, c'est sûr que la compétition au ministère de la Famille, elle n'est pas de la même que dans le retail du sport, quoi. Donc dans le retail du sport, dans les années 90, ils ont déjà dû y penser, parce qu'ils étaient déjà en forte compétition avec plein d'acteurs ils pouvaient disparaître déjà dans cette période-là. On n'est plus dans les mêmes constats. Par contre, le citoyen change. Il veut aussi un certain nombre de choses et de services par rapport à ce que lui proposent les ministères. Mais c'est un sujet qui n'est pas simple, mais montrer l'exemple, ça c'est super important, et on fait adhérer beaucoup de gens par rapport à ça. Et une fois qu'on a installé cet état d'esprit-là, c'est bon, c'est bien, mais enfin, une fois qu'on l'a installé, encore une fois, il faut toujours l'installer, c'est du permanent, c'est tout le long de nos interventions. Mais pour que cela fonctionne, on va chercher aussi à créer une cohérence organisationnelle en composant des équipes autour d'une finalité, d'une même finalité, d'une même solution, par exemple un produit, un service, une expérience. Imaginez, je reprends l'exemple du sport, imaginez que vous êtes responsable de devoir gérer une équipe sur un terrain, gérer une équipe derrière, et que vous avez des footballeurs qui veulent faire du soccer, des joueurs de tennis qui veulent faire du tennis, des violonistes qui veulent faire de la musique, des designers qui veulent faire des bandes dessinées, des comics. C'est déjà un peu plus compliqué de créer cet effet de groupe, de cohérence vers un objectif commun. Ça reste plus compliqué. Donc, on essaie toujours de participer à ce découpage d'entreprise qui, encore une fois, on va le voir par la suite, mais qui est évidemment relativement compliqué. En plus, dans nos interventions, parfois, on n'intervient pas à ce niveau-là. C'est déjà fait. Il y a un découpage déjà existant. Par contre, dans la transformation agile, dans le périmètre de la transformation agile, c'est mieux de le faire à l'ensemble de l'entreprise, mais des fois, on attaque par îlot. Et dans cet îlot-là, on va apporter des solutions dans cette transformation d'agilité, et en même temps indiquer les limitations qu'on peut avoir par rapport à un découpage. Le découpage est très, très important dans la réussite d'une transformation. Si vous prenez le milieu du sport, j'aime bien le milieu du sport, c'est là où j'ai commencé pas mal, mais ils ont un découpage, par exemple. Alors, c'est peut-être un découpage plus simple, mais ils ont déjà fait un découpage depuis longtemps par entité sportive, un découpage par vélo, un découpage par randonnée, par exemple, par sport nautique. Si vous l'avez la même chose dans le tourisme, le découpage qu'ils ont pu faire par rapport à, par exemple, l'hébergement, donc hôtel, club, chalet, par rapport au transport, avion, train, bus, ou d'autres entités comme les packages de solutions de vacances, etc. Donc, ils ont fait ce découpage-là pour créer justement cette cohérence de groupe plus facile, et c'est plus facile d'aller vers de l'avant par rapport à ça. Et plus facile de mettre l'agilité en place aussi. Donc, toujours dans la même idée, ce que je dis là, c'est bien, mais ça peut être compliqué effectivement quand on est dans des grandes entreprises. Donc les groupes de cohérence qu'on crée, on essaye de les rendre le plus autonomes possible, et puis en les reliant avec les forces de frappe de l'entreprise quand on est sur des grandes entreprises. Donc là, je parle de jeunes pousses, parce que dans l'idée, c'est qu'on va essayer de créer justement comme des mini startups dans les entreprises, avec sa propre organisation.
et qu'on va associer, relier avec l'ensemble de l'organisation, notamment avec les fonctions transverses de l'entreprise. Et je reprends l'exemple du groupe pour lequel, dans les années mi-90, j'avais pu travailler. Ils avaient fait un choix de décomposer ce groupe-là en mode marque, de créer une marque, par exemple vélo, une marque randonnée, et dans lequel ils étaient en complète autonomie avec un service informatique, évidemment le domaine d'affaires, la partie finance, la partie supply chain qui était complètement modulaire en fait. Ils étaient complètement autonomes. Et dans cette autonomie, des années plus tard, ils se sont aperçus que finalement, il y a certaines fonctions pour lesquelles il fallait revenir à un côté transverse afin de mieux optimiser cette organisation, notamment la supply chain. Donc, ils étaient revenus un peu en arrière sur la supply chain pour pouvoir être capables finalement de bénéficier de la connaissance de l'ensemble de la compagnie et d'être plus optimal notamment de maîtriser mieux ses fournisseurs, etc., dans la partie supply chain. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui, par exemple, le système d'information continue, il y a quand même encore un système d'information central, mais qui propose des solutions, des modules de solutions sous la forme catalogue, qui proposent auprès des marques, auprès des pays, et les systèmes d'information des marques et des pays décident ou non de les utiliser. C'est une conception toujours assez étonnante de cela. Est-ce que ça va, Gabriel? C'est assez clair pour l'instant? Ah, il reste 15 minutes. Bon. On me dit. Alors, donc on avance. Donc en fait, sur la partie. Donc on rentre maintenant dans le concret encore plus. C'est-à-dire que maintenant, on va composer ensemble un catalogue, ce qu'on appelle le thème, un panier ou un catalogue de thèmes agilisé. Il faut que ça soit simple. C'est pas une vingtaine de thèmes, je dirais, c'est 5, 6, 7 maximum, on ne dépasse pas 10, quoi. Et ces thèmes-là, on les construit ensemble. Souvent, évidemment, ça va tourner autour des solutions que l'organisme doit produire, des gens qui travaillent, c'est quoi les acteurs, surtout à l'échelle, des outils qu'on peut utiliser, comment on va articuler le déroulement, comment on va articuler tout cela. On définit ces thèmes-là, et quand je dis ensemble, c'est qu'on est dans on essaye toujours de co-construire cette transformation agile le plus possible. Évidemment, ça va réduire la résistance au changement, mais ça va être plus fun pour tout le monde en plus, et surtout, ça va nous permettre d'adapter le plus possible cette transformation agile au contexte de l'entreprise. Si on considère si on a une intelligence dans le métier de consultant, c'est la capacité de travailler avec le client pour traduire toutes ces méthodes, ces approches, ces expériences qu'on peut avoir et les adapter à une situation, à leur situation. Donc, ensuite, après qu'on ait ça, il faut quand même, l'agilité ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plan. Il faut quand même un plan. Et dans ce plan, on ne cherche pas à faire un plan compliqué, alambiqué, ressemblant souvent à une toile d'araignée qui serait de toute façon long à faire, certainement en plus faux, long à suivre aussi. On cherche plutôt à définir des intentions ou des objectifs simples et clairs à pouvoir suivre. Et puis, en positionnant des jalons, des jalons qui peuvent être complètement liés, évidemment, qui doivent être complètement liés au contexte de l'entreprise par rapport à des réalités d'entreprise qu'il pourrait avoir au niveau du business, au niveau d'un certain nombre de choses. Et on ne cherche pas encore non plus là-dessus à faire des grilles de maturité en agilité compliquées, encore une fois, difficiles à faire et difficiles à suivre. Je le redis à chaque fois, si c'est trop, il y a trop de détails, si on passe son temps à faire de la documentation, utiliser des outils, et qu'il y a trop de détails et qu'on va avoir des difficultés à le suivre, autant, et surtout à ce stade, autant pas le faire, autant passer directement. On se base beaucoup sur l'intelligence collective. C'est pas dit qu'on ne crée rien, bien au contraire, on fait un certain nombre de choses, mais il faut rendre le plus simple possible les choses pour que ça soit clair pour tout le monde. Et une fois ça, on revient sur notre catalogue de thèmes à agiliser, qu'on décompose jusqu'en plus petites activités sur lesquelles qui seraient suffisamment petites et compréhensibles par tout le monde, qu'on pourrait faire en quelques jours.
Ces activités, on les positionnerait ensuite au fur et à mesure sur l'ensemble des thèmes, hein, par rapport, on les dispatcherait, enfin on les sèmerait, pardon, sur les différents thèmes. Et là, si vous voyez dans mon dessin, en fonction des jalons, dans mon dessin, les différents thèmes en question qu'on construit avec le client sont, enfin, les différents post-it jaunes d'activité sont surtout sur la première intention. C'est-à-dire qu'on va utiliser évidemment ce que nous apporte un des forces de l'agilité, justement, c'est le retour sur expérience. Et c'est d'être capable de construire au fur et à mesure ces activités en fonction des différents thèmes et en fonction des intentions, de pouvoir construire au fur et à mesure cette agilité par du retour d'expérience et puis d'être capable de pivoter, d'orienter, de s'adapter à des situations. Ce qu'il faut, de manière très importante, considérer, c'est que, on l'oublie souvent, c'est qu'il faut contextualiser aussi notre catalogue, donc les thèmes et tout ce qui en découle des thèmes, à l'échelle. Et l'échelle, aujourd'hui, est souvent représentée par trois niveaux, hein, trois strates depuis des années. Hein. Il y a récemment, je crois que c'est Klaus, j'ai le livre à côté, mais Klaus Léopold qui a fait un livre là-dessus, un peu bande dessinée, qui en parle, mais c'est vraiment une idée qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une strate vision qui définit en fait la vision, les stratégies en fonction d'un écosystème de l'organisme, en fonction de compétition, en fonction des compétences qu'ils ont, des capacités financières qu'ils ont, etc., etc. Ils définissent tout ça. Et en dessous, l'équipe de réalisation, elle va être chargée de réaliser les solutions en fonction de cette vision et ces stratégies. La couche coordination, son rôle, ce sera plutôt d'aligner toutes ces équipes de réalisation et ensemble, de les aligner aussi avec d'autres équipes qui pourraient être des parties prenantes externes, de les aligner aussi en fonction, dans leurs solutions, en fonction de ce qui a été défini dans la vision. Et la couche de coordination serait aussi amenée à travailler avec la vision afin de les aider aussi à traduire ces stratégies en un mode plus opérationnel, parfois qu'on appelle initiative ou à travers par exemple des approches comme SAFE, on va appeler ça des épiques, et ce qu'on appelle aussi le portfolio. Ce qu'on fait souvent, c'est de vouloir agiliser la partie des équipes de réalisation en mettant du Scrum, du Kanban ou autre chose. Mais comme on ne le fait pas à l'échelle, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est nous, notre approche de catalogue de thèmes agilisés, tous en même temps, c'est justement de vouloir faire en sorte qu'il faut articuler, mais étape par étape, il faut articuler cet ensemble-là ensemble. Et enfin, il faut évidemment pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de principes agiles. Ça, on n'en démord pas. C'est-à-dire qu'il faut comprendre pourquoi on fait ça. Souvent, même des fois, quand on veut appliquer des méthodologies, on va dire on va faire tel événement, et puis les gens ont oublié, mais pourquoi tu fais tel événement? Quel est l'objectif de cela? Et les objectifs, c'est ce qu'on voit à travers les différents principes agiles. Et donc, par exemple, si je prends la vision, ce qui donne le sens à ce qu'on fait, c'est toujours pourquoi et pourquoi. La vision globale, par exemple, c'est avons-nous compris la vision, les enjeux, les stratégies, les valeurs d'entreprise? Avons-nous compris le sens de nos actions dans cette organisation-là? C'est moi en tant qu'individu, en tant qu'équipe, qu'est-ce que j'apporte et je suis important finalement, et qu'est-ce que j'apporterais par rapport à cette organisation, par rapport à mon organisation? L'orienté client, c'est est-ce qu'on se met toujours dans la peau du client quand on fait nos activités? C'est pas juste le marketing, par exemple, ou les ventes qui doivent se mettre dans la peau du client, c'est tout le monde. Est-ce qu'on pratique ce qu'on appelle le Gemba? Donc, c'est être avec le client directement. Est-ce qu'on est capable de l'écouter? Est-ce qu'on apporte de la valeur, hein? On utilise beaucoup ce terme aujourd'hui. Est-ce que ça a de la valeur ajoutée au client de ce qu'on est en train de faire? Et dans la notion d'écouter, c'est écouter ce que le client dit, mais c'est aussi écouter ce que le client n'a pas dit, n'a pas en tout cas encore dit. Et donc, ça, c'est des concepts de design thinking qui nous aident beaucoup là-dessus. Le rythme, l'alignement, c'est est-ce qu'on est en mouvement vers l'action? Je reprends le sport, si vous avez une équipe qui est sur le terrain mais ne sait pas quoi faire, ben, il ne va rien se passer. Est-ce qu'on est en mouvement? Est-ce qu'on a créé ce mouvement ensemble en étant aligné? Est-ce qu'on est aligné aussi avec les partenaires extérieurs et puis aligné avec la vision? Évolution continue, c'est la force de l'agilité. Est-ce qu'on a un rythme acceptable afin de laisser place à l'innovation? Il faut pouvoir laisser cette place-là. Est-ce qu'on recherche toujours la simplicité et le passage à l'action? Est-ce qu'on apprend de nos expériences?
Et c'est tout ça qu'on essaye de faire. Alors évidemment, là, attention, les méthodes, les approches que j'ai dit, nous aident à comprendre ça, puis nous, après, à traduire sur le terrain auprès des clients. Enfin, avant de passer à la conclusion, il est bon temps de rappeler que l'agilisation prend du temps. C'est une transformation agile, ce que j'appelle une révolution aussi agile, qui peut prendre du temps et que quand c'est terminé, finalement, c'est pas encore terminé. C'est-à-dire qu'on continue. Rappelez-vous, le monde dans lequel on est, et de toute façon, il est comme ça, il est complexe, donc il faut pouvoir continuer à faire ce qu'on appelle une évolution, enfin ce qu'on appelle une évolution agile, et afin d'éviter de se retrouver à devoir refaire plus tard une autre transformation agile parce qu'on a laissé courir cette évolution. Et dans nos interventions, ce qu'on essaye justement à chaque fois de faire, c'est d'être capable d'apporter un accompagnement qui est modulaire en fonction d'un certain nombre de paramètres. L'idée, c'est de tendre l'organisation du client vers de l'autonomie et tendre vers l'auto-organisation. Alors, si on n'arrive pas sur l'auto-organisation, au moins l'autonomie. Et ça va dépendre évidemment de la complexité de l'organisation, du périmètre d'intervention, de la maturité en agilité des membres. Voilà. Donc, en conclusion, et là, je vais prendre 5 minutes là-dessus, c'est pour rappeler par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est en fait, comment faire? Bref, comment faire? Donc, avec un zeste de construction et de simplicité, avec un iota de cohérence de groupe et de solutions, avec une pincée de thèmes à agiliser, avec un brin de tous en même temps, étape par étape, autour d'intentions claires et simples, et une once d'échelle sur 3 niveaux. Le tout en s'appuyant sur des principes agiles, mais surtout sur une bonne grosse dose d'état d'esprit agile, pratico-pratique, expérimenter, observer, apprendre. Ça tombe bien. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se passer. Sur 1 heure, on ne peut pas rentrer trop dans le détail non plus. On essaie d'en donner des pratico-pratiques dans notre présentation, mais évidemment, ça serait trop simple de pouvoir dire exactement tous les détails de tous les types d'entreprises qu'on a pu rencontrer, de ce qu'on a pu faire, mais on a essayé aussi de garder des exemples. Alors, est-ce qu'on aura, je ne sais pas si… Alexandre, est-ce que tu as la réponse? C'est Alexandre, Ouais. C'est ça? Oui, les présentations, ils vont être… on va voir les vidéos, on va pouvoir les mettre sur le canal YouTube d'Agile Québec dans quelques jours. Avec les présentations PowerPoint, c'est ça? Oui. OK. Au pire, vous me contactez, moi je pourrais les mettre à… Vas-y. Oui, j'ai une question pour toi de François dans le chat. À partir de quand vous considérez votre organisation comme étant auto-organisée? C'est une bonne question. C'est à partir du moment où en fait, dans les spécialités de chacun, il y a une autonomie suffisante pour avancer sans que l'ensemble de l'organisation sache exactement ce que les autres font. C'est compliqué ce que je dis. Dans l'idée, c'est que c'est une très très bonne question, effectivement. Et dans l'idée, c'est de considérer que il y a besoin que, par exemple, un exemple, parce qu'il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre, c'est qu'il y a plusieurs notions qui peuvent faire qu'on peut considérer qu'une organisation est auto-organisée. La première, c'est quel est le management qu'on est en train de faire? Est-ce que si c'est du coaching, par exemple, si on fait plus un management de coaching, ça ne veut pas dire qu'on laisse aller, hein, c'est comme un chef d'orchestre avec son groupe de musique, il ne laisse pas aller, il peut faire du coaching. Si on voit que le management, c'est du coaching, ça, on est dans une approche qui est pas mal auto-organisée. Si on voit qu'on est dans des organisations, par exemple, moi, quand j'ai débuté je vous disais, ma vie professionnelle, j'avais mon patron, il y avait 10 personnes qui s'occupaient de la partie retail, on va dire, côté système d'information. Il ne savait pas précisément ce qu'on faisait. Il savait dans l'ensemble, il nous accompagnait, mais c'était nous qui représentions notre domaine face aux métiers, face au pays, face à un certain nombre de choses. Donc là, on est sur un leadership de ce type-là. Donc là, on peut considérer qu'on est proche de l'auto-organisation. Ajoute un des défis majeurs de l'agilité dans les organisations gouvernementales, c'est des équipes auto-organisées, auto-gérées.
Alors attention, auto-gérer, organiser, c'est deux notions différentes. On sert surtout plutôt de la notion auto-organisée que auto-gérer. Il y a toujours besoin d'un aspect, c'est pas des équipes autonomes qui sont parties dans un coin puis on les voit plus. On reste tous ensemble dans une même organisation vers un objectif commun. En fait. Puis j'ai une autre question pour toi dans le chat. Donc, est-ce que selon toi, l'auto-organisation, c'est égal à de la co-création, de la co-réalisation des mécanismes de prise de décision? Donc, d'une certaine manière, si je repose la question, est-ce que l'auto-organisation veut dire que pour la prise de décision, ça va être justement de la co-création et de la co-réalisation ensemble? Si je comprends bien la question, là, peut-être que… Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que est-ce que si tu es dans une équipe avec un management, par exemple, ou un coach, est-ce que les personnes qui font telle activité sont capables de prendre des décisions à leur niveau? Voilà. C'est ce qu'on laisse pas les décisions de terrain prises à leur niveau. J'avais travaillé pour un groupe une fois où on avait des interventions à faire sur un sujet, mais qu'on avait un responsable du département qui devait prendre à chaque fois la décision finale. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il était responsable du département. Ben là, on n'est pas dans l'auto-organisation. Donc, si les décisions peuvent être prises, je vous donnais un autre exemple. Le groupe pour lequel je travaillais, comme je disais dans le sport, ils sont venus une fois au Canada pour sélectionner notamment CGI. C'était CGI, puis il y avait une compétition entre Accenture, Capgemini, etc. Et ils sont venus, ils ont envoyé un chef de projet, un technicien, et le patron informatique que je connaissais avait dit, c'était un sujet de plusieurs centaines de millions, hein, avait dit, moi, dans n'importe quelle autre entreprise, le grand patron se serait dépassé au Canada. Là, ils ont envoyé des gens, des experts, et c'est eux qui vont aider à prendre des décisions, et le grand patron en France allait prendre des décisions en fonction de ce qu'ils allaient dire sur un sujet de plusieurs dizaines de millions. Oui, auto-organisation, c'est différent d'auto-gérer. Oui, puis en fait, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une première étape qu'on peut appliquer pour rendre nos équipes plus auto-organisées? Ça va être. On va avoir du temps juste pour cette dernière question-là, juste pour vous informer. OK. La première étape, moi, je dirais, c'est co-construire le catalogue de thèmes. Co-construire. C'est-à-dire que c'est toute une démarche derrière à co-construire ces thèmes-là. C'est-à-dire que ça amène déjà à embarquer tout le monde sur qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas construire le catalogue avec un dirigeant, avec un responsable technique, je sais quoi. C'est co-construire ensemble. Déjà, en faisant ça, ça fait découler plus facilement, je dirais, une organisation auto-organisée. C'est une réponse rapide, ce qui est difficile à expliquer en quelques secondes, mais le premier truc que je fais souvent, je vais tabler sur ce catalogue de thèmes à co-construire. Yes, merci beaucoup, Frank. Merci beaucoup, Gabriel. C'est une très belle présentation. C'est tout le temps qu'on avait. On doit déjà regarder pour fermer cette présentation-là pour faire place aux prochaines présentations qui vont avoir lieu à 11 h. Donc, encore, merci beaucoup. Il y a eu une belle participation avec les participants. La présentation va être disponible probablement dans quelques jours aussi sur le canal YouTube de Agile Québec. Donc, ça va être possible de la revoir par après. En tout cas, merci à vous tous. Merci Gabriel, merci Alexandre et merci à tout le monde qu'on aurait préféré voir en réel qu'en virtuel, honnêtement. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vais devoir refermer le meeting pour tout le monde. Donc, surprenez-vous pas. On se revoit bientôt dans la prochaine présentation.